Bonjour, bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'interviens avec plusieurs casquettes, notamment en plus de ce qui a été cité, d'avoir créé là où je travaille à Creil, dans l'Oise, dans un endroit très, très défavorisé, une association d'aide aux devoirs, et je voudrais partir justement de l'expérience que je peux avoir depuis quasiment 25 ans d'association, ce qui est beaucoup pour une association, à travers, je voudrais citer trois exemples, trois cas, disons, et ça me permettra ensuite de poser la question qui est au centre de mon exposé, c'est finalement, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait un accompagnement à la scolarité en dehors de l'école? Je crois que les interventions précédentes posent un peu cette question. Et donc, les trois cas très rapidement. Je prends un élève qui s'appelle Mohamed et qui vient, donc on fait une association d'aide aux devoirs. C'est un élève qui vient très régulièrement, qui est en 4e, et il vient très régulièrement, pendant 1h30 tous les jours, et pour autant, il est en échec complet. Il passe beaucoup de temps finalement à pas faire grand chose. Et donc c'est ça aussi la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout miraculeux parce qu'un élève va être présent, parce qu'il va y avoir des structures d'accompagnement, ça ne garantit pas la réussite. Et ça c'est important de le dire parce que cet élève s'engage très peu de manière ce que j'appellerais un engagement cognitif, c'est-à-dire vraiment un engagement dans le travail scolaire et même au-delà du travail scolaire, dans le travail d'apprentissage. Et on peut multiplier, alors peut-être qu'il est, je ne sais pas trop pourquoi, il vient comme ça très régulièrement. Et à l'école, les professeurs sont relativement surpris quand on leur dit qu'il vient tous les jours, parce qu'ils rendent des devoirs qui sont très bâclés, etc. Voilà, c'est le premier cas qui fait réfléchir. C'est des cas comme ça dans les séances de formation sur lesquels on peut réfléchir. Un deuxième cas, c'est une élève qui est en SECPA, une difficulté importante, et qui, cette année dans l'association, une fois par semaine, pendant un certain temps, on fait des ateliers philo avec une intervenante, et c'est vraiment très intéressant. Et donc il y a un groupe de jeunes qui viennent, qui a commencé il y a pas longtemps, et cet élève qui dit oui, mais aujourd'hui ça m'embête de venir parce que j'ai des devoirs. Alors en plus, ça c'est pas, ils ont quand même assez peu de devoirs, mais se sentant, et ça lui plaît beaucoup les ateliers philo, mais en même temps, au fond, on s'entend que c'est pas aussi sérieux que de faire un exercice de grammaire ou un exercice de maths. Et donc ça pose aussi la question de la représentation que se font des élèves de ce qui est vraiment utile, entre guillemets, mais utile au sens fort, et ce qui est en apparence utile, faire des exercices à trous, faire des exercices où on distingue ON et ONT, qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose, mais qui font sérieux, alors que l'atelier philo, même si ça plaît, même si ça permet d'aborder des choses fondamentales, il y a des réticences. Et donc ça pose la question de l'accompagnement, qu'est-ce que c'est, quel est le contenu, est-ce qu'il faut répondre aux demandes, finalement, aussi des familles, qui seraient souvent très limitées et très centrées vers des activités un peu mécaniques par moment. Et puis aussi un troisième exemple, et après je viendrai. Un troisième exemple, c'est des parents qui, à la fin de l'année, viennent dans un goûter avec l'association, et des parents qui me disent c'est bien votre association parce qu'en plus, quand on arrive, les élèves ils sont très sages, il n'y a pas de bruit, etc. Alors qu'au collège, qui est juste à côté, donc au collège, les classes de discipline, etc. Et j'essaye toujours de dire à ces parents que la différence, c'est quand même des élèves qui viennent volontairement, poussés par les familles quelquefois, mais qui quand même une part de volontariat, et qu'à l'école il faut gérer les élèves non volontaires, et que là ça pose la question de savoir est-ce qu'il faut accompagner tout le monde ou est-ce qu'il faut accompagner ceux qui veulent être accompagnés. Question du volontariat qui a été beaucoup une idéologie un peu de ces dernières années, sous les ministères précédents, de dire au fond il faut aider ceux qui en veulent.
Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'en veulent pas, ou ceux qui ne veulent pas, ou ceux qui... pour qui il faudrait pousser un peu les choses pour que justement ils veuillent davantage. Ça pose la question justement, est-ce qu'on aide ceux qui ont envie d'être aidés ou est-ce qu'on aide tout le monde? Voilà, donc ça c'est les questions à travers ces cas que je voulais poser. Et puis, j'introduirais la question de fond sur l'utilité de l'accompagnement à la scolarité, avec un débat qui avait eu lieu dans une ville, avec un intervenant à un moment très syndicaliste qui disait, bon, finalement votre association c'est très bien, vous faites bon travail et tout ça, mais c'est parce qu'il y a une carence de l'éducation nationale, donc ça ne devrait pas exister. Et là, ça pose une question de fond. Est-ce que, même avec une refondation de l'école à laquelle que je souhaite ardemment, est-ce que pour autant, si tout allait pour le mieux dans l'école, il faudrait se passer de structures d'accompagnement extérieures à l'école, associatives notamment? Et moi, c'est une question de fond, et moi j'ai envie de répondre non. Non, oui, il faudrait toujours, ou non, ce ne serait pas inutile. Mais je voudrais poser la question finalement, à quelles conditions il y a un intérêt à ce qu'il y ait aussi autre chose que l'école pour favoriser la réussite éducative. On pourrait s'interroger sur ces notions qui sont complexes, qui sont pas évidentes. Moi je dirais, bon, je sais qu'on est un peu en retard, donc je vais essayer d'être vraiment dans les temps. Moi je dirais, est-ce une bonne chose, donc il y a l'accompagnement? Moi je dirais d'une part, et ça je l'ai beaucoup développé dans plusieurs articles, etc., non si et oui si. Non si, c'est-à-dire les conditions, quand les conditions ne sont pas réunies, c'est une mauvaise chose, et puis quand les conditions sont réunies, je crois que c'est une bonne chose. Et moi je dirais 4 ou 5 points sur le non si. Non, c'est pas bon si on dédouane l'école de son rôle, hein, si l'accompagnement devient le pansement qui supplée aux carences de l'école, bien sûr. Et il y a une grande tentation, d'ailleurs pas seulement l'accompagnement extérieur à l'école, à l'intérieur même de l'école, l'accompagnement pourrait aussi être une façon de botter en touche, comme on dit, c'est-à-dire, et à la limite de faire croire aux enseignants que finalement, si les élèves ne suivent pas et ne comprennent pas, heureusement, il y aura l'accompagnement après pour réparer. Et ça, c'est quelque chose de très grave qui s'est développé beaucoup ces dernières années et qu'il faut combattre. Deuxième, bon, je vais assez vite, on demande s'il y a une discussion, il y a des points sur lesquels on peut revenir. Deuxièmement, si on pense que c'est uniquement une question de moyens, on l'a vu tout à l'heure, si on ne réfléchit pas au contenu de cet accompagnement, et donc les contenus, notamment les contenus culturels, mais j'y reviendrai, les contenus aussi méthodologiques, etc. Si on pense que là aussi, comme on l'a fait ces dernières années, que accompagner des enfants, au fond, c'est pas très difficile. Je crois qu'il y a vraiment cette idéologie d'un ministre qui avait déclaré ça, ça m'avait beaucoup choqué, de dire finalement, avoir 4 ou 5 élèves et les aider à apprendre leurs leçons, c'est quand même pas sorcier. Or, je pense que c'est beaucoup plus difficile que de faire un cours magistral. Je pense que c'est beaucoup... Moi, avec toute l'expérience que j'ai, quelquefois, je suis complètement démuni devant un élève qui n'arrive pas à comprendre quelque chose. Comment je peux l'aider, comment je peux trouver des pistes qui vont lui permettre de comprendre. Quelquefois, on est découragé parce qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas, qu'ils ne comprennent pas. Et donc, c'est tout à fait difficile et il faut vraiment réfléchir à cette formation des intervenants. Mais aussi, la réduction de l'accompagnement à l'aide de devoir, et sans doute faut-il s'interroger sur ce mot devoir. Peut-être qu'on pourrait lui substituer le mot travail personnel, qui, en plus le mot devoir qui fait penser à l'idée de corvée, de quelque chose qui est devoir, alors que ça devrait être autre chose. Donc, c'est Mme Gacpo qui a beaucoup travaillé sur les devoirs à la maison. Je sais aussi qu'ils en reparleront, mais c'est vrai que c'est une question compliquée. Dans les cahiers pédagogiques, on a fait un numéro il y a quelque temps qui s'appelait « As-tu fait tes devoirs ?» que je vous conseille parce que vraiment il y a une réflexion de fond là-dessus, montrant que les choses sont compliquées. Mais en tout cas, si on introduit la notion de travail personnel et si on réfléchit notamment à la recherche d'informations sur Internet, qui est quand même aujourd'hui et surtout demain au centre de
réflexion, on aura avancé davantage. Si l'accompagnement, alors d'un côté, est trop coupé de l'école, ou au contraire trop lié, je pense que les deux dérives, la dérive d'être complètement coupé, voire hostile, et là c'est aussi la question de quelle est l'attitude qu'ont les intervenants vis-à-vis de l'école. Moi j'ai la chance, parce que c'est intéressant comme expérience, d'aider des élèves qui sont dans mon collège et qui ont des fois des choses à faire avec lesquelles que je trouve assez absurdes par moment. Et bien sûr que dans ce cas-là, j'essaie de les aider. Parfois c'est difficile parce que je ne comprends pas très bien ce qu'on leur demande, vraiment, ça arrive. Mais c'est intéressant parce qu'il faut trouver une attitude déontologique, évidemment de respect des enseignants et de leur travail, même quand on n'est pas d'accord du tout. Il y a le cas inverse aussi, où certains intervenants, ça arrive à certains endroits, par exemple des personnes d'un certain âge qui aident des enfants et qui sont déroutés par des méthodes plus modernes et qui vont critiquer ces méthodes-là. Et là, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, sur la déontologie, de ne pas se couper de l'école, soit ouvertement, soit implicitement, parce que les élèves le sentent aussi, parce qu'il y a un désaveu. Et à l'inverse, trop lié, ça voudrait dire qu'il y a un contrôle fort qui est fait sur la présence des enfants, etc. Et alors qu'il faut garder une certaine distance. Et parfois, il y a des institutions comme la caisse d'allocation familiale, on a eu un problème à ce niveau-là, qui demandent par exemple des évaluations, des résultats, alors que c'est très très difficile d'évaluer les progrès des enfants qui viennent à l'accompagnement, parce que comment évaluer toutes choses égales par ailleurs, parce que souvent c'est aussi des enfants qui par ailleurs peuvent avoir à certains moments des sources de motivation qui ne dépendent pas uniquement de l'accompagnement scolaire. Donc bon, l'évaluation, c'est compliqué la question de l'évaluation, parce qu'on ne peut pas toujours isoler tel facteur, tel facteur. On peut faire des évaluations quantitatives, le nombre d'heures de présence, etc. Mais les évaluations qualitatives sont quand même très difficiles, comme l'ont montré des recherches comme celle de Dominique Lassmann, etc. Alors en plus, il y a l'évaluation du comportement, l'évaluation des résultats scolaires, c'est compliqué. Donc je pense que si on arrive à lutter contre ces dérives possibles, à ce moment-là, oui, l'accompagnement à la scolarité, la question de vocabulaire très compliquée, parce que des fois on dit accompagnement scolaire, là c'était le titre aujourd'hui, accompagnement à la scolarité, accompagnement personnalisé, il y a plein de mots comme ça, mais le mot accompagnement est un très bon mot. On a publié au niveau des cahiers pédagogiques, on a fait un colloque sur l'accompagnement, etc. Et je crois que c'est un mot qu'il faut garder, qui est beaucoup plus intéressant que le mot aide, parce qu'il y a quelque chose qui renvoie à la proximité de celui qui accompagne avec l'autre, il est à côté, et donc l'aide, il y a plus un rapport descendant, même s'il y a une forme, il y a une composante aide dans l'accompagnement, et c'est plus large que l'aide. On dirait, là pour terminer, 4 ou 5 facteurs positifs dans l'accompagnement à la scolarité. Donc d'abord justement ce travail complémentaire de l'école, mais qui ne remplace rien et qui ne doit pas concurrencer. Et on a vu la façon dont a été lancé l'accompagnement éducatif au collège. Moi j'ai fait un livre pour un accompagnement éducatif efficace, ce qui laisse sous-entendre justement qu'il y a un accompagnement éducatif inefficace, qu'il est assez scandaleux que l'éducation nationale n'ait pas du tout évalué les effets de l'accompagnement éducatif scolaire. J'ai cherché en vain des évaluations. C'est pas contradictoire à ce que je dis avant, parce que l'accompagnement à l'intérieur du collège, on peut faire des évaluations, par exemple, est-ce que les élèves qui ont le plus besoin viennent, etc. Et surtout, quand ça a été lancé, on a lancé cette horrible expression de orphelin de 16 heures, qui a été quand même un peu abandonnée par la suite, parce que c'était quand même tellement bizarre et méprisant pour les parents qui travaillent à 16 heures, et donc complément de l'école, et non pas une façon de, comme j'ai dit tout à l'heure, de
soit un lien trop fort, soit un lien trop faible. Deuxièmement, être créatif, pluriel, et donc savoir intégrer dans l'accompagnement à la scolarité des aspects culturels. Et quelquefois, comme je le disais à travers le cas d'élèves que j'ai cité précédemment, quelquefois il faut un peu travailler avec les élèves pour les convaincre de l'importance de l'activité culturelle. Parce que quelquefois, il y a l'impression que ce qui est rentable, c'est le devoir qu'on essaye de faire dans l'heure et demie, etc. Et faire des ateliers, par exemple, d'art plastique, de musique, des ateliers d'écriture, ateliers de calligraphie, tout comme ça. Bon, c'est aussi formateur que de faire des exercices. Mais arriver à faire que les activités culturelles ne soient pas le supplément d'âme, la cerise sur le gâteau, mais qu'ils soient aussi vraiment pleinement dans le travail d'accompagnement. Troisième idée, c'est évidemment s'interroger sur ce que c'est qu'aider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'aider. Il faut s'interroger sur la méthodologie, disons, au sens large, les stratégies d'apprentissage des élèves, et par exemple, former les accompagnants, surtout avec l'idée comment faire pour aider quelqu'un à se passer d'aide, puisque le but de l'aide, c'est se passer d'aide. Donc ça, c'est vraiment au cœur de la réflexion, de la formation des intervenants, c'est de dire comment ils peuvent aider des enfants sans faire à leur place, alors qu'on est quand même tenté constamment, quand on aide quelqu'un, de faire à sa place, et qu'en plus, il y a une demande forte des élèves qu'on fasse à leur place, qu'on les corrige plutôt qu'on les aide à trouver eux-mêmes les corrections, etc. Et bon, là, il y a tout un travail difficile. Se dire que déjà c'est difficile, c'est déjà un premier pas. Hein, plutôt que de leur redire 3 fois la consigne, de les aider à eux-mêmes reformuler la consigne et s'approprier, etc. Donc là, c'est un travail de fond. Et je dirais que ce travail est évidemment amené aussi dans l'éducation nationale, et on avait depuis des années souhaité qu'il puisse y avoir, et je ne sais pas si ça va se faire dans les SP, les nouvelles écoles de formation des maîtres, pouvoir, dans le cursus des enseignants, pouvoir faire en sorte qu'ils aient des moments d'aide des élèves. Je pense que la meilleure façon d'entrer dans le métier d'enseignant, c'est d'entrer par des séances d'aide, parce que là on voit, c'est un jeu de vérité, on voit ce que les élèves ont compris. Le prof qui est tout content de son cours, il dit moi ça a très bien marché aujourd'hui, puis on voit l'heure d'après dans l'aide, les élèves, la moitié des élèves n'ont pas compris, etc. Donc c'est là qu'on voit, c'est parfois cruel d'ailleurs, hein. Et quand on a ses propres élèves d'ailleurs, même avec un cours qui a bien fonctionné et tout, on voit plein de choses, il faut les reprendre, il faut les retravailler, etc. Donc c'est très formateur pour les jeunes enseignants, et il faudrait absolument, y compris qu'il puisse y avoir des accords avec des associations, ils puissent venir et que ça fasse partie de leur cursus, soit valorisé et validé dans leur cursus. Ensuite, 3 autres points. Impliquer évidemment les collectivités territoriales, je crois que c'est au cœur aujourd'hui des débats sur les rythmes scolaires. Moi je crois beaucoup à ça aussi. Je suis un peu consterné parfois de voir l'opinion que peuvent avoir quelquefois certains enseignants des collectivités territoriales qui seraient avec des animateurs qui ne seraient pas à la hauteur, des élus qui penseraient qu'à leur réélection, etc. Moi je suis impliqué aussi dans la ville où je suis, dans la politique municipale, et je crois que justement c'est vraiment important. Aujourd'hui c'est un enjeu très fort dans la société, et donc travailler avec des collectivités territoriales, c'est extrêmement important, mais c'est un travail de les convaincre aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il ne suffit pas de donner de l'argent, qu'il faut vraiment une réflexion. Dans mon département, le conseil général de l'Oise a fait beaucoup de choses pour les écoles, mais parfois ça manque un peu de cohérence, notamment en matière informatique, etc. Et il faut réfléchir au contenu, il faut réfléchir aux méthodes, il faut réfléchir au mode d'emploi, etc. Et enfin, avant-dernier point, c'est le fait de pouvoir relier les savoirs scolaires à tout ce qu'on pourrait appeler les savoirs informels, qui est aussi important. Et j'avais par exemple réfléchi avec des parents d'une association, enfin c'est pas une association, c'est plutôt un cadre
territoriale. On avait fait une séance avec des parents relais, de milieux très très défavorisés, des parents relais, c'est-à-dire qu'ils pouvaient relayer ensuite ce qu'on faisait auprès d'autres parents. Et on avait réfléchi, par exemple, cette question qui me paraît très importante, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école qui peut servir à la maison et qu'est-ce qu'on apprend à la maison qui peut servir à l'école. C'est intéressant, qui faisait découvrir un certain nombre de savoirs informels qui pouvaient être utiles et comment l'école pouvait aussi aider à comprendre plein de choses en dehors de l'école. Et je termine là-dessus, c'est que je crois que vraiment les affaires scolaires sont des affaires trop sérieuses pour ne les confier qu'aux spécialistes. Et il faut que ce soit l'affaire de la société. Et si la société se mobilise pour l'école et elle doit le faire, et pour l'éducation en général, les associations ont toute leur place dans ce contexte. Et je crois que c'est une bonne chose à cet égard-là, mais qui ne doit non pas dédouaner l'école de ses responsabilités, mais d'une certaine façon lui en donner encore plus, d'être un lieu fédérateur aussi d'énergie, tout en ayant toujours, moi j'aime bien raisonner ainsi, on est toujours en vue les deux dérives possibles, le trop scolaire, l'impérialisme de l'école d'un côté, et de l'autre côté, le fait que l'école se contenterait du scolaire au sens très étroit du terme, sans penser à l'éducatif, alors qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a pas d'opposition au contraire entre l'instruction et l'éducation. C'est une conviction forte et je crois qu'elle est partagée quand même par beaucoup de monde. Donc voilà, je crois vraiment que des associations comme Études Plus ou d'autres contribuent à ce travail, mais en sachant qu'il y a plein de questions qui se posent, que les choses ne sont pas simples et qu'on n'est pas dans le quantitatif, dans le qualitatif. Et je vous renvoie aussi à ce travail qu'on a fait au cahier pédagogique dans ce livre, L'accompagnement à la scolarité, qui a été coordonné par un collègue, où on reprend tout un tas d'associations et qui pose le problème dans sa complexité. Alors, en plus, il faudrait distinguer primaire et secondaire, etc. Voilà, en tout cas, c'est un appel à la réflexion et à la complexité que je lance pour finir. Voilà, merci.